elles fascinent autant qu'elles inquiètent. Depuis quelques années, les crypto-monnaies font de plus en plus parler d'elles et sont devenues un phénomène mondial. De Donald Trump au groupe criminel, tout le monde semble vouloir sa part, mais d'où vient un tel engouement et quels enjeux se cachent derrière ce boom des cryptos ? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La ruée vers les cryptos, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, qui détient des monnaies virtuelles ? C'est fini! Aujourd'hui, et pour toujours, et pour l'éternité, à jamais, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe! Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions! 5-0. La victoire est éclatante pour le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. C'était le 31 mai dernier et pour la première fois de son histoire, le club parisien soulève le trophée tant convoité. Dans les rues, les supporters laissent exploser leur joie. Nuit de liesse dans toute la capitale. Sur les Champs-Élysées ou la place de la Bastille, les mêmes processions pour leur champion. Si je suis revenue sur cet exploit sportif, ce n'est pas, chers auditeurs, pour vous parler de football, mais de crypto-monnaie. Car juste avant cette finale historique, le PSG a annoncé intégrer du Bitcoin à sa trésorerie. Une première pour un club de foot professionnel, et cette décision est loin d'être anodine. C'est aussi une manière d'envoyer un message à ses fans. Il y a 80% des supporters du PSG qui ont moins de 34 ans et l'idée, c'est de renforcer l'engagement auprès de cette cible et de cultiver l'image d'un club très avant-gardiste sur tous les sujets. Ça fait jeune, quoi. Ça fait jeune. Alors que les crypto-monnaies séduisent un public de plus en plus large, le PSG entend bien surfer sur cette tendance. Mais qui sont ces adeptes des cryptos et jusqu'où ira l'ascension de ces monnaies virtuelles ? Cette semaine, on décrypte donc l'engouement autour des crypto-monnaies. Et pour en parler, j'accueille en studio Anne Kagan, rédactrice en chef du service tech de l'Express. Bonjour Anne. Bonjour Charlotte. Anne, pour commencer, on peut peut-être tout simplement rappeler rapidement ce qu'est une crypto-monnaie. Alors, les crypto-monnaies existent depuis 2009 avec la création de la plus connue, le Bitcoin. La caractéristique la plus intéressante de ces monnaies virtuelles, c'est qu'elles fonctionnent sans tiers de confiance. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut envoyer de l'argent de manière sécurisée à quelqu'un sans passer par un intermédiaire financier, par exemple une banque. La technologie blockchain garantit que les transactions seront effectuées, que les comptes seront correctement tenus. Anne, les cryptos, on en parle depuis pas mal de temps. Dans La Loupe, c'est même un thème qu'on aborde depuis la toute première saison. Alors aujourd'hui, où en est le développement de ces monnaies ? Le marché est en plein boom. En 2024, 562 millions de personnes détenaient des cryptos. C'est un chiffre qui est en hausse de 33% en un an. Chainalysis, qui est une société américaine spécialisée dans l'analyse du secteur, étudie chaque année la géographie des crypto-monnaies. Et son dernier rapport révèle que la valeur totale du marché des cryptos a considérablement augmenté au premier semestre de 2024. Ça dépasse même le niveau de 2021, qui était déjà un record après le Covid. Et le même rapport précise que l'activité crypto a augmenté dans toutes les régions du monde, quel que soit le niveau de richesse des pays. Et comment on explique de tels chiffres ? Il y a plusieurs explications, mais qui diffèrent beaucoup selon les pays. Si on s'appuie toujours sur ce rapport, il y a une partie de l'explication qui se trouve du côté des États-Unis, notamment depuis le lancement des ETF Bitcoin. Je pense d'ailleurs que tu as dans ton armoire la définition d'un ETF. Oui, je dois l'avoir quelque part. Alors, dans le compartiment tech, les cryptos, c'est ici. ETF, la voici. Et ce que je te propose, c'est de t'expliquer les ETF avec les glaces. Bon, imagine, tu es chez les glaciers, voilà, tu as envie de prendre plusieurs parfums, mais finalement, ce qui peut être un peu frustrant, c'est que dans un cornet ou dans un pot, tu ne peux mettre que 2 ou 3 saveurs. Et l'avantage avec les ETF, c'est que tu peux demander à avoir tous les parfums du magasin. Ce sont les actions de telle ou telle entreprise. Donc, par exemple, si tu prends un ETF qui est assez connu en France, c'est l'ETF CAC 40, dans ce fonds, tu vas retrouver un bout d'action de chaque entreprise du CAC 40, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller investir dans chaque entreprise, tu as un produit qui te permet d'être exposé finalement à tout l'indice CAC 40. Les ETF peuvent donc contenir tout type d'actions et il y en a donc avec des cryptos. Oui, certains fonds d'investissement se sont dit pourquoi pas créer des ETF crypto. Et en janvier 2024, la SEC, qui est l'organisme de régulation et de contrôle des marchés financiers aux États-Unis, a approuvé la cotation des premiers ETF Bitcoin.
Ça permet aux investisseurs de s'exposer au cours du Bitcoin sans avoir à en acheter ou en détenir directement. Ces ETF répliquent le prix du Bitcoin en temps réel et leur approbation a marqué un tournant dans l'écosystème crypto et a dopé l'activité, notamment chez les investisseurs institutionnels dans les économies développées comme l'Amérique du Nord ou l'Europe. L'ETF Bitcoin de BlackRock, qui a été lancé début 2024, a rencontré un succès phénoménal et concentre déjà près de 70 milliards de dollars. Mais donc, si je comprends bien, ces monnaies ne sont pas réellement utilisées comme des moyens de paiement. Dans les pays riches, très peu. Elles sont plutôt vues comme des actifs sur lesquels on peut spéculer. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'offres de placement face à l'augmentation de la demande. Il devient plus courant de se constituer une partie de son épargne en crypto par le biais de produits financiers. Les cryptos attirent donc de plus en plus, mais quel est le profil de ceux qui en détiennent et que recherchent-ils ? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cet épisode. Anne, pour comprendre quel est le profil des pro-crypto, j'ai retrouvé une définition dans notre armoire que nous avait donnée Alix L'Hospital du service Idées de l'Express. Et cette définition, c'est celle du libertarianisme. C'est un mouvement politique qui est implanté notamment aux États-Unis, mais qui souhaite que le gouvernement intervienne le moins possible dans les décisions individuelles des citoyens. C'est l'idée donc que les gens doivent pouvoir être libres de faire leurs choix sans que l'État ne vienne leur dire ce qu'ils doivent faire. Selon eux, même si l'État veut bien faire en imposant quelque chose, les effets seront souvent bien pires que s'il n'intervenait pas. Cette idéologie, c'est celle d'un des plus importants soutiens aux crypto-monnaies, Elon Musk. Alors Anne, est-ce que c'est une vision qui est très partagée dans la sphère crypto ? C'est vrai que cette idéologie est présente dans le monde crypto. Il n'est pas rare d'entendre des promoteurs du Bitcoin critiquer vigoureusement le système financier actuel, soit que celui-ci leur semble par essence bancal, soit que des crises financières, notamment celle de 2008, aient érodé leur confiance dedans. Mais les crypto-monnaies touchent désormais une sphère beaucoup plus large, et ce pour des raisons plus terre-à-terre. Tout le monde a vu le cours du Bitcoin flamber, a entendu parler de ces gens qui sont devenus millionnaires grâce aux crypto, et beaucoup d'influenceurs se sont mis à en parler. Donc ça a commencé à intéresser des personnes qui n'ont pas de grief particulier contre le système financier, mais qui sont séduites par ces perspectives de gains. Notamment des jeunes qui sont à l'aise avec le numérique et ont des revenus moyens, voire réduits. Et on a des données précises là-dessus, justement ? Oui, dans une étude Ipsos et KPMG réalisée l'an dernier, on voyait que 57% des Français ayant déjà détenu des cryptos avaient moins de 35 ans et 24% avaient entre 18 et 24 ans. Il y a eu un coup d'accélérateur avec la valeur du Bitcoin qui est montée en flèche, notamment avec le soutien de Donald Trump. J'ai retrouvé une analyse intéressante de cet intérêt de la jeunesse pour les cryptos dans une interview de l'Express. Ma consoeur Céline Delbecq avait interrogé le sociologue de la consommation Patrice Duchemin en mars dernier. La crypto, pour cet expert, je le cite, c'est un peu le PMU des plus jeunes. On fantasme avec cet investissement comme on fantasme avec les paris sportifs en ligne, avec le loto, avec les chariots mystères ou avec les colis perdus, en espérant investir peu pour gagner beaucoup avec une part de hasard. Et je suppose que cette adhésion d'une partie de la population, c'est ce qui explique l'intérêt des entreprises pour ces monnaies, comme on l'a vu justement avec le PSG en introduction. C'est vrai, c'est un cercle qui s'auto-entretient. Les marques essayent de donner une image positive et grand public des crypto-monnaies, avec parfois le soutien de gens connus pour assurer le grand public. On peut prendre l'exemple le plus connu de Bitpanda. C'est un courtier en crypto autrichien. En septembre, ils ont réalisé un spot publicitaire avec plusieurs ambassadeurs célèbres, par exemple des joueurs de football du Bayern de Munich, de l'AC Milan en Italie, le tennisman Stan Wawrinka, le français rugbyman Antoine Dupont. La confiance est un vecteur essentiel de la performance. Bitpanda, investir en confiance. Forcément, ça donne envie aux gens de se procurer des cryptos, ça les démocratise parce que ça met en confiance. Et à mesure que les gens s'y intéressent, ça devient un argument marketing toujours plus net. Détenir des cryptos, c'est se donner une image de marque jeune, innovante, etc. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent concerne surtout les habitants des pays les plus riches, mais vous allez l'entendre, chers auditeurs, l'utilisation est complètement différente dans les pays émergents. Charlotte, j'ai encore avec moi le dernier rapport de Chainalysis dont je te parlais au début de l'épisode. Et je t'ai notamment apporté le classement des pays avec le taux d'adoption crypto le plus élevé. Alors je vois en numéro 1 l'Inde, ensuite le Nigeria, puis l'Indonésie, plutôt des pays émergents. Donc comment on explique qu'ils soient dans le haut du classement ? Il y a une partie de l'explication qui est la même partout, l'espoir de gagner de l'argent. Dans certaines zones de l'Asie, des jeux qui permettent de gagner des petits bonus en crypto, comme Axie Infinity, sont très populaires et séduisent des populations qui ont un faible revenu. C'est par exemple le cas au Vietnam et aux Philippines, qui sont aussi dans le haut du classement en termes d'utilisation des cryptos.
Et dans certains pays, une autre part de l'explication, ce sont des difficultés économiques et monétaires. Tu as des exemples précis pour qu'on comprenne bien ? Oui, on voit que les cryptos séduisent beaucoup et progressent en Amérique latine, notamment en Argentine et au Venezuela, où l'inflation bat des records. Cette inflation réduit le pouvoir d'achat de la monnaie officielle. Utiliser les cryptos peut donc être un moyen de contourner ces difficultés, surtout grâce à un type de crypto-monnaie qu'on appelle les stablecoins. Alors je t'arrête Anne, les stablecoins, on les avait déjà définis dans un précédent épisode, c'était avec Béatrice Mathieu du service économie. Ce sont évidemment des crypto-monnaies, mais à la différence du Bitcoin, elles sont pégées, un nouveau mot, pégées, c'est-à-dire arrimées, accrochées, soit à une devise comme le dollar, l'euro ou le yen, soit à un produit négocié en bourse, ça peut être le cours de métaux précieux ou de métaux industriels, ou le titre d'une dette d'entreprise, donc un actif qui est coté en bourse, ou alors arrimé à une autre crypto-monnaie. Le but de cet ancrage, de ce pégage en fait, c'est de réduire la volatilité inhérente du marché des cryptos. Tu sais bien, on a vu le Bitcoin ou d'autres cryptos bondir de 20% un jour, se casser la figure de 20% le lendemain. Mais puisque ces cryptos, elles sont arrimées à une devise, elles doivent échapper à ces fluctuations erratiques puisqu'elles suivent théoriquement les fluctuations de l'actif auquel elles sont arrimées. Un autre pays qui adopte massivement ces stablecoins, c'est le Nigeria. La population s'en sert pour se protéger de la dévaluation du Naira, qui a chuté d'environ 75% en 3 ans. Donc le Naira, c'est la monnaie officielle du Nigeria. Et la population utilise également les cryptos pour réaliser des transferts d'argent internationaux. C'est un usage très populaire dans le monde. Et tu penses, j'imagine, au transfert des personnes immigrées vers leur pays d'origine ? Oui, exactement. Les cryptos permettent de faire ces transferts d'argent plus rapidement et à moindre coût que des outils bancaires traditionnels. Et on voit cet usage se développer en Afrique, mais aussi entre le Mexique et les États-Unis. Anne, dans le classement que tu m'as ramené, je vois que l'Ukraine est en 6e position, la Russie en 7e. Les crypto-monnaies sont donc aussi utilisées par des pays en guerre. C'est l'une des grandes utopies de la crypto, pouvoir aider les populations attaquées ou opprimées, en fournissant des outils que les autorités ne peuvent pas saisir ni contrôler. Cela peut donc aider les citoyens à protéger leurs économies, à recevoir rapidement de l'aide de l'extérieur. Au début de la guerre, l'Ukraine a d'ailleurs lancé des appels de dons en crypto-monnaie. La plupart étaient presque tout de suite échangés en monnaie pour l'aide humanitaire ou pour acheter du matériel, mais ça a permis d'acheminer rapidement l'argent. Tu as parlé d'une utopie, c'est parce que l'utilisation des cryptos en temps de guerre peut aussi être détournée, j'imagine. Oui, cet usage existe, mais il n'est qu'une face de la pièce. Le revers de la médaille, c'est que des pays comme la Russie peuvent aussi se servir des cryptos pour contourner les sanctions des Occidentaux en réduisant leur dépendance au dollar. C'est donc à double tranchant, mais ça suscite l'intérêt des populations et des gouvernements en guerre. Précisons juste que des défis techniques peuvent se poser. Beaucoup voyaient par exemple les cryptos comme un moyen d'émancipation pour la population afghane, mais le manque de connexion et d'accès au téléphone rend cela en réalité assez compliqué. Les crypto-monnaies viennent donc se mêler de géopolitique. Et demain, on s'intéresse cette fois-ci aux personnalités politiques qui s'emparent de plus en plus du secteur avec Donald Trump en chef de file. Merci beaucoup Anne pour ton éclairage. À bientôt. Pour ne pas rater la suite de cette série, pensez, chers auditeurs, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi retrouver tous nos épisodes sur YouTube ou sur notre site l'express.fr. La ruée vers les cryptos est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros avec Emeline Dulliot.